j'essaie de toujours faire quelque chose que j'ai envie, et si j'ai pas envie, en fait, je le fais pas, et je me dis que j'aurais envie peut-être un peu plus tard de le faire. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir plusieurs projets, c'est aussi un bon moyen de toujours faire ce que j'ai envie, en fait, ce qui me plaît sur le moment. Donc tu vois, c'est moins une contrainte que d'avoir qu'un seul projet où là, bah, t'es entre guillemets obligé d'être que sur le projet si tu veux qu'il avance. Et parfois, ça peut être un peu un, un, un peu freinant parce que tu dis ouais là j'ai pas l'inspiration ou j'ai pas envie de m'y mettre, ce qui fait que bah t'avances pas et en fait tu fais rien et t'avances sur rien d'autre pendant que tu essaies d'avancer sur ton projet. Salut et bienvenue sur le podcast Multipreneur, le premier podcast consacré au multipreneuriat, le fait de posséder et gérer plusieurs entreprises en même temps. Je suis Yann Second, multipreneur, et je t'emmène dans mon aventure pour démocratiser le multipreneuriat. Merci d'être là. Écoute, un profil très intéressant aujourd'hui puisque tu te dénommes ultrapreneur. Donc, écoute, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors moi c'est Victor, j'ai 34 ans, j'ai deux enfants, j'habite à Bordeaux, enfin à côté de Bordeaux et puis je suis dans le monde du travail depuis la fin de mes études. Si je dois un peu parler de mon parcours, j'ai fait on va dire parcours classique. École de commerce, enfin lycée, école de commerce, master dans le sport parce que j'aimais le sport. Parce que j'ai bossé un peu dans le sport, mais bon, j'ai vu que ça payait pas trop, donc j'ai fait un master de commerce international, tout ça classique à l'époque à Paris. Donc j'étais pas prédestiné à aller à Paris. Mais bon, j'ai passé finalement 10 ans à Paris à travailler dans une tour à la Défense. Au 20e étage. Je savais même pas que ça existait, la défense, les tours, tout ça. Et après là-bas, j'ai fait plein de choses vraiment bien. J'ai eu plein d'expériences différentes. J'ai fait du marketing opérationnel, j'ai fait de la com, j'ai fait d'expérience client. Enfin, ouais, j'ai fait plein de choses. Et puis après, j'ai quitté Paris. On a eu l'opportunité de quitter Paris. En gros, ma femme a été mutée à Bordeaux et là, j'ai démissionné direct et j'ai commencé une première aventure entrepreneuriale, mais qui n'a pas marché parce que tu fais toutes les conneries de la terre quand tu veux entreprendre. Tu crois que tu vas devenir millionnaire en lançant une idée. Du coup, au bout de 6 mois, j'ai arrêté. Et j'ai rebossé 2 ans en start-up et dans une boîte connue à Bordeaux, c'est Discount. Et puis voilà. Après, j'ai dû tout quitter une deuxième fois pour entreprendre. Et c'est comme ça du coup qu'on a dû se connaître depuis que je suis sur LinkedIn. Exactement, c'est comme ça, ouais, effectivement que j'ai remarqué ton profil qui m'a complètement attiré l'œil. D'ailleurs, je conseille tout le monde d'aller te retrouver sur LinkedIn parce que c'est vrai que tu as Merci. réussi vraiment à faire transpirer quelque chose d'incroyable avec ton profil. Enfin, ça parle tout de suite, c'est clair. On en parlera sûrement un peu plus tout à l'heure. Mais là, du coup, Mhm. par rapport à ton parcours, moi, ce qui m'intéresse, tu as parlé déjà d'un premier échec. Alors là, on veut tout savoir là-dessus, quoi. Qu'est-ce que c'était? Comment tu as eu cette idée? Ça vient d'où? Ah ouais. Alors, en fait, là, c'était vraiment, tu vois, du coup, j'avais démissionné pour revenir à Bordeaux et je dis, je vais faire la même chose que je faisais déjà, en gros, à Paris, je vais faire du consulting. Du coup, je vais dire, ok, je vais faire du consulting pour les boîtes en expérience client. En gros, les aider à améliorer leur démarche client, optimiser, en gros, optimiser le parcours client, leur parcours client de la prospection jusqu'on va dire la fin de vie d'un client. Et donc c'est du service et tout. J'avais une offre qui était pas mal, bien structurée, mais bon, il fallait vendre et moi j'aime pas vendre en fait. En fait, je sais pas vendre, j'aime pas vendre. Et du coup, j'ai dit bon, ça faisait 6 mois que je faisais ça. J'ai dit bon allez, je laisse tomber, je retourne dans le salariat. Je me suis dit ok, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Du coup, j'étais chez Cdiscount faire du projet, du produit. J'ai fait aussi du support là-bas. J'ai beaucoup appris. Et, euh, et voilà, c'était l'échec. Mais entre-temps, sinon des projets que j'ai lancés qui ont échoué, je sais pas combien il y en a eu, hein. Des dizaines, des dizaines. J'ai fait du dropshipping, j'ai fait des t-shirts, j'ai fait quoi? Enfin, j'ai fait
plein de trucs. J'ai fait du marketplace aussi. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Mais ce que j'aimais surtout, c'était on va dire toute la partie idéation business. Et après, au moment de lancer, j'y mettais un peu moins d'intensité et d'effort. Ou si j'en mettais, des fois, ça fonctionnait. Par exemple, les t-shirts, j'avais créé des t-shirts. C'était assez drôle. Des t-shirts personnalisés pour les passionnés de canicross. Ceux qui font du canicross et ceux qui courent avec leur chien. Du coup, ils pouvaient personnaliser leurs t-shirts avec le nom de leur chien et tout, avec un message. Et ça marchait pas mal, mais bon, les coûts d'ads, les coûts d'impression de t-shirts et tout. On est clairement ultra niché là. Ouais, ultra niché, ouais. Ouais, enfin, ça marchait pas mal. J'en vendais, mais les ads et tout, enfin, il aurait fallu que je produise moi-même, que j'achète des t-shirts, que je les imprime moi-même pour vraiment marger, quoi. Mais non, j'ai lancé plein de business qui ont échoué et retourné dans le salariat. C'est Discount après dans une startup où j'ai fait du support, enfin du CSM, donc super expérience et tout. Mais là, c'était en fait un peu déclic, si on peut parler du coup comment je suis arrivé aussi à entreprendre aujourd'hui. Je voulais quand même, voilà, c'était en plus un moment où j'avais mon deuxième enfant. Et c'est marrant, ça m'a poussé à entreprendre, à faire des side projets le soir, alors que bon, c'est pas forcément on a le Ouais, plus de temps. Et, euh, et j'ai commencé par créer un compte Twitter parce que je voyais pas mal de personnes étant dans l'univers no code depuis 2-3 ans, ouais, même 3-4 ans dans l'univers no code, ce qui permet de construire des choses. Pour moi, ça a été une révélation, le no code. Et je suivais des mecs, des makers je voyais qu'ils faisaient des choses et tout. Enfin voilà, ils arrivaient à faire des trucs. Et je dis bon, ils étaient pas mal sur Twitter, donc c'était surtout communauté US. Donc je me suis créé un compte sur Twitter, mais sauf que moi je sais pas parler anglais, j'avais pas envie de me montrer sur Twitter. Twitter je connaissais pas. Du coup à l'époque j'avais créé un lama qui s'appelait Lamacorn, le lama qui voulait devenir une licorne de la Silicon Valley. Et c'était assez drôle parce que incroyable. je partageais ce que je construisais en public, quoi, en gros des petites apps, des trucs, et c'est comme ça que j'ai commencé sur Twitter en fait. Mon premier side project, on va dire, de créateur de contenu. Et c'est Twitter, je t'avoue que je connais, j'ai pas vu ton profil justement Twitter. C'est là où tu es le plus actif. J'ai vu que tu avais fait une publi là récemment Bah alors sur. ouais. Bah en fait Twitter ça a été le démarrage vraiment, tu vois, pour créer du contenu. Mhm. Donc au début c'était avec ce lama, puis après je me suis dit non, faut que j'arrête de mettre ma tête, enfin une tête de lama, je mette ma vraie tête et j'ai construit un premier side projet du coup qui a fonctionné un petit peu quoi. Mhm. Où j'ai fait 3-4 000 euros. J'ai aidé en gros avec un guide, au début une newsletter payante, puis ensuite un guide. J'ai aidé Ok. à construire des side business en gros avec tout un plan marketing, plusieurs idées de business, etc. Et ça m'a vraiment donné, tu vois, l'envie de continuer, l'envie de quitter mon C'est- job et de continuer. Et Donc jeudi c'était du coup le premier business qui fonctionnait un peu, qui te faisait faire un peu de chiffres, etc. Qui t'a donné envie justement de tomber dans l'entrepreneuriat ouais, justement complètement. ou Alors, j'ai toujours voulu entreprendre, mais là, ça m'a vraiment, tu vois, donné, on va dire, une espèce de confiance, me disant que c'était possible parce que j'avais mon job et je faisais ça le soir. J'avais quand même deux gamins aussi en même temps. Enfin, tu vois, il y avait tout et j'arrivais à optimiser mon temps et à quand même à travailler un peu le soir, à profiter de la vie de famille. Enfin, voilà, il y avait pas de souci. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, si en travaillant 2-3 heures par jour, j'arrive à générer un petit peu d'argent, ça veut dire que je peux pas forcément vivre, mais je peux créer des projets qui peuvent quand même rapporter de l'argent d'une manière ou d'une autre, quoi. Je sais faire. Et du coup, oui, pour répondre à la question, Twitter, c'est là où j'ai été le plus actif, où j'ai commencé vraiment à créer du contenu. Et tu vois, là, j'ai plus de 20 000 abonnés, tu vois, en un an et demi, donc ça a vraiment bien marché. Et LinkedIn, je me suis mis depuis peu de temps parce que je voyais que ça fonctionnait bien aussi et il fallait que je m'y mette. Et puis pour parler un peu en français, parce que Twitter, je fais tout en anglais. Et ok. c'est grâce en gros à ce side project que j'ai quitté mon job plus ou moins parce que j'avais aussi des opportunités en parallèle de mon job pour faire du freelancing et tout s'est bien, on va dire, goupillé pour que voilà, je quitte mon job. Bon. Ok. T'as dit t'as toujours voulu entreprendre. Ça, t'as des moments un peu clés comme ça qui t'ont, enfin, tu te rappelles de choses qui t'ont motivé, donné envie, où tu t'es dit ah ouais quand même, je veux être à mon compte ou.
Bah, c'est plus entreprendre dans le sens où faire les choses comme j'ai envie de les faire, sans que personne me dise comment les faire. C'est dans ce sens-là, j'ai toujours aimé créer des choses, toujours plein d'idées, enfin, voilà, envie de construire des choses par moi-même. Si j'avais dû, tu vois, choisir un métier, je pense que si on m'avait bien orienté, peut-être qu'il aurait été, tu vois, un ingénieur pour construire je sais pas moi, des fusées ou développeur pour créer des sites web. C'est pour ça que quand le no-code est arrivé, ça a vraiment révolutionné moi mon état d'esprit parce que c'est devenu simple de construire des choses. Et j'avais créé une petite, bah oui, ça aussi c'est un projet que je fais. J'avais créé une petite app, tu vois, avec Glide, donc c'est un outil no-code pour créer des petites apps sur les sports outdoor, c'est de la création de contenu. C'est des choses que j'ai créées Oui, en parce même que pas une semaine et que si j'avais dû payer un développeur ou quoi, ça m'aurait coûté un bras et j'avais jamais eu moi enfin pas le courage, mais tu vois, je suis pas dans cette optique-là de voir un projet, de lever des fonds, essayer enfin voilà, vendre ton projet pour lever des fonds, ça c'est pas trop mon truc. Je préfère créer mes petits projets, voir si ça rapporte ou pas, les créer rapidement et voir s'il y a de l'attraction. itérer. Et puis passer à un autre s'il y en a pas quoi. Ok. Et ça justement, on va parler de ça. C'est comment tu arrives à déterminer si tu me fais une super passe décisive. Hein, c'est comment tu fais justement pour savoir si ce projet-là a de l'attraction. C'est quoi un peu, tu vois, les codes qui te disent, ok, ce projet-là il y a du potentiel, j'y vais. Ce projet-là il y a pas de potentiel, j'y vais pas. Alors du coup, alors ce que je dis souvent, enfin dans les conseils que je donne, si je dois donner des conseils, mais c'est plus trouver déjà quelque chose qui, alors c'est pas synonyme d'attraction, mais je pars sur des projets que j'ai envie de faire déjà pour pas perdre, enfin voilà, pour que je puisse envie faire des efforts sur ce projet-là. Et ensuite surtout, bah, enfin c'est assez des banalités, mais tu vois, identifier plus un problème qu'avoir une idée, quoi, parce que des idées, moi je pense j'en ai eu des millions. Mais voilà, identifier un problème. Par exemple, là, récemment, c'est un truc tout bête, mais j'ai fait un post sur Twitter en disant il faudrait un jour inventer une extension Chrome qui t'empêche d'acheter des noms de domaine, tu vois. Tant que t'as pas trouvé un problème à résoudre, tant que t'as pas tu vois, tant que t'as pas ouais, trouvé un problème à résoudre. Et ça, j'ai eu bien pas mal de retours. Il y a même un mec qui a construit l'extension. Donc typiquement, tu vois, ça là, il y a un potentiel. Mais sur quelque chose d'assez global, tu crées une extension Chrome par exemple, bah voilà, qui une fois que tu vas sur GoDaddy, tu peux pas acheter ton nom de domaine, ça te met un rappel, attention, tu es en train d'acheter un nom de domaine, tu es sûr que tu veux faire ça avant, essayer de trouver un problème à résoudre, etc., etc. Et tu peux même faire de l'upsell, tu vois, après sur des choses derrière. Donc tu vois là, typiquement, tu as une petite traction sur un projet comme ça. C'est plus comme ça que je la détecte, vraiment des problèmes à résoudre ou des problèmes qui touchent au quotidien. Enfin, ce qu'on voit souvent, quoi. Essayer déjà de résoudre ses propres problèmes. Et après, si toi tu as ce problème-là, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont. Puis surtout interroger les personnes, les écouter. Et après, il y a vraiment des endroits où on trouve plein d'idées comme ça. Tu vas sur Reddit, Quora. Il suffit de voir toutes les personnes qui disent comment faire pour ou comment essayer de avoir plus en faisant X ou Y. Déjà, c'est-à-dire qu'il ouais, y a plusieurs personnes qui ont des problèmes. Mais Reddit, c'est vraiment puissant pour ça. S'il y en a qui veulent essayer de trouver des idées de business, allez sur Reddit et vous allez vous allez trouver Regardez les problèmes milliers des d'idées. gens. Mais ouais. Clairement. Oui, bah, là, dans ce que j'entends, par rapport déjà, ne serait-ce que 3 projets que tu as énoncés, je suppose que quand tu faisais de la curation de sport, c'est parce que si je dis pas de bêtises, tu es ultra trailler aussi, tu fais un peu de trail, de course à pied. Ouais, c'est ça. Et donc ça Ouais. correspondait aussi à un de tes besoins de voir un peu tous ces événements. Bah en fait, ouais, c'était une app où je faisais en fait, t'avais tout un peu. T'avais du contenu film outdoor, il y avait du podcast, il y avait des personnes à suivre, enfin voilà, des personnes, des influenceurs à suivre, etc. Et à côté, le moyen de le monétiser, c'était de vendre vendre des produits en affiliation. Et en fait, tu vois, je, je pense pas qu'il y a un réel besoin, tu vois, pour les personnes d'avoir ça. C'était plus un plaisir. Et du coup, tu vois, je l'ai partagé sur des groupes où il y avait des milliers de personnes. J'ai dû avoir 4 inscrits. Ça a intéressé des gens, mais
tu vois, faut inciter les gens à retourner sur l'app et tout. Enfin, c'est quand même quelque chose de compliqué. Et puis, non, il y avait pas, tu vois, je répondais pas à un problème, quoi. C'était plus un truc plaisir au final, ouais, plus un truc plaisir en fait. Et j'ai pas passé de temps depuis, j'ai vu que ça marchait pas, puis tout était automatisé. Enfin, c'était vraiment tout était automatisé, donc finalement j'ai pas perdu de temps. Je crois que doit encore tourner l'app, ça m'a rien coûté. Donc, Je sais plus qui c'est qui avait lancé un business comme ça, qui avait créé une app un peu automatisée, puis bon, qui avait laissé tomber. Je crois que c'était 5 ans ou 6 ans après, il y retourne et il voit qu'il y avait, je crois, c'était 50 000 demandes en attente de traitement. Et là, il s'est dit, oh punaise, ok. Et donc, il s'est remis sur ce business et après, voilà, là, faudrait que je retrouve cette personne. Mais ouais, une histoire de fou. Justement, finalement, son business, il a lancé, mais des années après, il l'avait oublié. Il avait dit, ah bah tiens, où est-ce que j'en suis? Et il est allé checker et surprise, quoi. Donc, tu sais pas, on verra, hein. Peut-être que, peut-être qu'un jour, tu recevras un virement sur ton compte. non, bah, en parlant des business un peu comme ça, enfin, business. Non, mais j'ai des carnets j'avais créé, il y a 3-4 ans, des carnets de notes sur Amazon. Et ça me rapporte, tu vois, enfin, ça m'apporte pas des milliers, des cents, mais ça me rapporte un peu d'argent tous les mois. Tu vois, c'est drôle, et maintenant, enfin, c'est le genre de truc qui te rapporte un peu d'argent alors que tu touches plus depuis des années, quoi. Génial. Des carnets de notes? Ouais, j'ai créé des carnets d'entraînement, en fait, enfin, oui, ouais, c'est ça, des carnets de notes pour les entraînements, justement, sur le trail running. Et en gros, tu peux noter, t'as un carnet d'entraînement où tu notes ton entraînement, tes ressentis, tes sensations, etc. Énorme. Et du coup, bon, je vais te demander un peu le lien. C'est que t'étais dans, voilà, le salariat, on voit que t'as eu une sensibilisation à l'entrepreneuriat, t'as toujours eu envie de t'y mettre. Et je vois aussi que t'as aussi fait en fait des formations pour faire un peu ce virage-là, si je dis pas de bêtises. Tu peux nous en parler aussi? Ouais, je me forme pas. Ouais, si, je me forme pas mal. Alors, les formations que je me suis formé à des outils no-code, tu vois, Webflow, Bubble. Et j'ai fait ce type de formation. J'ai fait des formations de growth aussi. J'ai fait parce que au-delà pour prendre ce virage, c'est que en fait, ça permet toujours d'apprendre et même dans ton job, même si tu faisais pas la même chose, ça permet toujours d'ouvrir ton esprit et de proposer des choses. Donc, j'ai fait ce type de formation. J'ai fait une préparation aussi de préparateur mental de sportif. Enfin bon, quand je peux me former, je me forme. En ce moment, je me forme au copywriting. Tu vois, j'ai toujours des formations. Et en gros, ça sert toujours, même dans son job. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'encourage tout le monde à se former. Et ouais, j'ai toujours plus ou moins au long de ma vie, depuis que je sais pas, depuis que je suis dans le monde du salariat, peut-être. Je me suis toujours formé parce que c'est toujours intéressant d'apprendre. Puis dans cette démarche-là d'apprentissage et de curiosité, en fait. Et tu fais quoi? Tu fais combien de formations à peu près par an? Si tu peux les quantifier comme ça. Je dois une ou deux, je pense. Ouais, vraiment une ou deux grosses formations ouais, si, c'est ça, ouais. À peu près. Et donc t'as fait du coup la formation grosse, c'était avec Grossmaker, si je dis pas de bêtises. Et t'étais déjà sensibilité aux grosses à cette époque-là ou alors pas du tout? Et c'est ça qui t'a ouvert un peu les portes aussi de tes autres business finalement, puisque ça a l'air de correspondre un peu au début de. Ouais, alors j'étais sensibilisé, mais en fait souvent j'ai besoin de me former pour me rassurer sur des. Tu vois, parce que je suis expert. Ce que je dis toujours, je suis expert en rien. Tu vois, moi, je suis assez curieux. J'aime découvrir plein de choses différentes. J'ai fait plein de métiers différents. Là, aujourd'hui, je fais des illustrations, mais demain, peut-être que je ferai autre chose. Je sais pas. Et du coup, étant pas expert considérant pas expert dans les domaines, j'ai toujours besoin de me dire que, ok, si je m'entoure d'experts, eux vont m'apporter plus le cadre, tu vois, le cadre et le déclic psychologique qui vont me permettre de comprendre certains concepts. Et c'est pour ça que je suis des formations. Et aussi, c'est pour comprendre en fait comment fonctionnent les boîtes, comment elles font comment elles font de l'acquisition client, comment elles se développent, etc. Et puis quand même, étant un marketeur de base,
J'essaie toujours de mettre derrière la page des strats, des tactiques, des techniques. Et, et oui, ça a été un virage. Oui, ça m'a permis. Enfin, ça a été oui, d'une certaine manière, c'était un virage aussi parce qu'à ce moment-là, pourquoi je l'ai faite? Ah oui, parce que j'étais en train de créer une marketplace de de d'activités outdoor. Mais marketplace, je déconseille ce business à tout le monde en fait. Tout le monde qui veut se lancer tout seul, c'est ce qu'il y a de plus dur. Enfin, gérer l'offre, la demande et tout. C'est. Puis il faut des fonds en fait. Il faut énormément de fonds. En tant que solopreneur, c'est plus compliqué. Bah, c'est vrai que pour le coup, la marketplace, c'est vraiment un format où tu as besoin d'avoir une très forte demande d'un côté et énormément d'offres. Donc souvent, tu as besoin d'être dans une logique startup avec des fonds importants pour pouvoir aller toucher en même temps les deux activités, enfin les deux. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple à mettre en place dans un format solopreneur. Aujourd'hui, tu es sur combien de projets à peu près en même temps? Alors j'ai mes enfants, ma famille et j'ai mon activité de freelance où je suis on va dire je suis pas 100%, je suis pas full time avec la boîte pour laquelle je bosse, mais je suis à 60%, ça dépend entre 40 et 60% par semaine. Alors en fait pour petit aparté, je sur ce projet-là, je décidé de faire aussi cette partie du freelancing où je fais de la gestion de projet, je fais de la strat avec eux. Parce que le projet, en fait, il y a un super projet qui est vraiment top et lequel je m'identifie bien. Donc c'est pour ça que je continue enfin, j'ai cette partie-là, voilà, de freelancing. Et après, sur les autres projets, j'ai un autre, on va dire, j'ai un autre projet que je suis en train de construire là depuis 4 jours, d'ailleurs, que je construis en public sur Twitter, qui est de montrer qu'en 30 jours, on peut monter un petit business en ligne, voilà, sans y passer trop de temps, sans avoir trop de compétences. Donc ça, je construis en public avec des personnes qui regardent ce que je fais et je partage mes avancées chaque jour. Donc ça fait, on va dire, le freelancing 2, les illustrations, ça fait 3, parce que je fais du coup des illustrations personnalisées qu'on peut voir sur LinkedIn. Ouais, du coup, tu voulais dire si ça a coupé. Ouais, non, j'allais rebondir sur ce que tu disais. Tu disais donc là, ton objectif, c'était de montrer qu'en 30 jours, tu peux lancer un side project ou un petit business. Du coup, tu lances quoi si c'est déjà annoncé? Tu peux nous en parler plus de cette aventure parce que du coup, c'est hyper intéressant. Bien sûr, ouais, je joue la facilité. En fait, je vais repackager, rebrander un side business que j'avais lancé là, qui était des idées de business, déjà des idées de business à lancer avec voilà le guide. J'avais créé 15 guides méthodos, mais assez complets avec la partie branding, la partie marketing, comment le construire, le copywriting des pages de vente et tout. Donc j'en avais fait 15 comme ça, 15 guides d'une quinzaine de pages, donc tu vois, ça fait pas mal de pages. Donc ça, je vais le repackager et je vais y ajouter d'autres contenus avec, en fait, d'autres contenus pour apporter encore plus de valeur. Et c'est ça que je suis en train de construire, mais je pense que je vais essayer de faire ça tous les mois. Et pour le mois prochain, je pense que je vais partir sur un micro SaaS. Du coup, à construire en 30 jours. On va voir. Solide. Du coup, là, tu pars sur un petit défi, quoi, là, un business par mois pendant 1 an ou quoi? Ouais, au début, je me lançais ça, mais c'est quand même assez complexe de tenir la régularité. Il faut avoir du temps, l'organisation et tout, plus les réseaux. Enfin, tu vois, le contenu à créer sur les réseaux sociaux quand même. Non, mais tu vois, si je peux je me dis que si, c'est pas mal, tu vois. Il y a un maker que je suivis, je pense que tu pourrais interroger, qui est un Français d'ailleurs, Xavier Coiffard, qui lui s'était lancé ce défi-là l'année dernière, il l'avait tenu. Et c'est intéressant, je m'en suis inspiré. Mais ouais, il y a ça, et puis j'en ai d'autres après, tu vois, parce que il y a des choses qui vont venir après que je fais aussi en parallèle. Donc quand on dit les différents projets que j'ai, tu vois, donc il y a le freelancing, il y a ce projet-là, ce défi de 30 jours. J'ai les illustrations. J'ai là commencé à faire une formation sur illustrer des concepts en visuel. Donc ça fait 4 projets, mais peut-être un peu plus parce que dans le projet de défi en 30 jours que je lance, il y a des mini-projets qui vont rentrer dedans, tu vois. Donc je suis en train de créer le Netflix du no-code.
C'est-à-dire que faire une curation de tous les contenus gratuits sur le no-code, les contenus vidéo pardon gratuits sur le no-code. Tu vois, ça viendra s'intégrer dans l'offre que je suis en train de créer. Enfin voilà, il y a plein de petits projets en parallèle qui se font en gros. C'est énorme. Parle-nous-en un peu plus de justement ces illustrations quand même. Profites-en. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que t'offres comme service? Comment ça se passe? Alors l'histoire, c'est que les illustrations, j'avais pas décidé de monétiser. Ça a été sur Twitter. J'ai rencontré des makers qui faisaient ça à l'étranger et j'ai rejoint une des communautés de makers. Et en fait, moi, je trouvais que c'était trop bien comme ils communiquaient. Et je dis c'est comme ça qu'il faut que je communique parce que écrire, ça me prend du temps. Je sais pas forcément. Tu vois, je suis pas un copywriter de fou quoi. Et les illustrations, ça me parle. J'ai toujours aimé dessiner. Je graphais quand j'étais jeune. Enfin bon, voilà. Et je dis c'est un moyen de communiquer qui peut être cool. Du coup, j'ai commencé à illustrer des concepts. Alors, au début, c'était un peu nul. Et après, à force de le faire, du coup, à force d'itérer, tu progresses. J'ai communiqué comme ça sur Twitter. Du coup, c'est pour ça que Twitter aussi, ça a pas mal explosé parce que je pense qu'à un moment, ils ont laissé l'algorithme. Il a pas dû comprendre ce qui se passait. On était une dizaine à faire ça et ça, on a eu de la visibilité de fou. Donc sur Twitter, sur Instagram aussi, parce que Instagram, c'est pareil, j'ai monté un compte à presque 30 000 grâce aux illustrations, juste en postant en plus, tu vois, sans rien faire d'autre. Enfin, donc ça a été assez puissant et ça m'a ramené du business dans le sens où il y a des personnes qui me contactaient, qui voulaient des illustrations personnalisées ou acheter des illustrations que j'avais déjà réalisées, notamment pas mal de coachs aux US, surtout des coachs aux US. Des coachs aux US et puis si j'ai eu un premier client en fait des Français aussi avec qui j'ai bossé qui ont été mes premiers qui m'ont dit ouais, est-ce que tu peux me faire des illustrations et tout alors que j'avais pas encore j'en faisais rapidement des illustrations personnalisées mais là c'était vraiment on va dire une belle commande et du coup je me dis ok il y a un truc à creuser quand même là-dedans donc je continue à publier c'est comme ça que j'ai dit ok faut que j'aille sur LinkedIn en français, je serais plus à l'aise et je vais partager ces illustrations sur LinkedIn. Je vais partager des concepts, voilà, sur ce qui peuvent être. Moi, les sujets que je traite, tu vois, c'est le marketing, tout ce qui est lié au mindset, sortir de sa zone de confort, le start-up, un peu le sujet business. Et juste en postant sur LinkedIn, j'avais pas de site encore, rien. Enfin, de toute façon, même mon site, il ne sert à rien. Et on m'a contacté. Pour l'instant, parce qu'il est beau ton site. Ouais, je l'ai fait avec Card vite fait, tu vois. Et mais si j'ai des leads, mais si j'ai quelques leads, mais sans valeur. Quand les gens veulent travailler avec moi, ils me contactent directement, donc c'est ce qui est intéressant parce que dans le modèle, moi comme je te dis, je sais pas vendre et j'ai pas envie, j'ai pas envie de faire de la promo en plus des illustrations parce que j'ai pas envie de devoir travailler sur des projets que j'ai pas envie. Du coup, souvent on me contacte et quand on me contacte, pour l'instant c'est que des projets avec qui j'ai envie de bosser. Donc c'est vraiment top et je fais des illustrations personnalisées du coup et je vends aussi des illustrations que j'ai déjà réalisées qui peuvent être modifiées. Donc c'est pas mal sur LinkedIn, ça marche bien parce que ouais, les images elles parlent d'elles-mêmes, on peut raconter plusieurs histoires autour d'une image. Là, j'ai ciblé les personnes qui écrivent des livres parce que pour avoir testé plusieurs cibles, en fait, c'est eux qui en ont plus besoin et ça a du sens parce que il y a des chapitres, donc on peut illustrer des chapitres, des concepts qui peuvent être réutilisés en plus en dehors des livres, en tout cas les illustrations. Donc ouais, j'ai pas des milliers de clients par mois, mais en ce moment j'en ai un par mois. C'est bien, c'est marrant. Ça me prend pas trop de temps, mais en même temps ça m'en prend, ça me permet d'être créatif, donc ouais, c'est top. C'est génial. Est-ce que alors, t'as un style qui est bien à toi, hein, attention, mais est-ce que c'est aussi, par exemple, tu t'es inspiré un peu de Jack Butcher ou des choses comme ça, ou pas du tout? Je sais pas déjà si tu vois qui c'est. Alors, ouais, Jack Butcher, ouais, je vois très bien Jack Butcher, lui c'est le maître. Et lui, en fait, quand j'ai commencé les premiers, vraiment tout début, vraiment tout début, je me suis inspiré de lui, mais je faisais vraiment du minimalisme, mais en fait, c'est pas trop mon truc, en fait, j'arrive pas, je me reconnais pas dans ce style-là. Et après, un autre qui est hyper bon, qui on est un ami, on va dire, on est dans la même communauté. Il y a Janis Ozolins, je sais pas comment on dit,
je sais plus, je vais pas dire de bêtises s'il est danois ou pas. Lui, en fait, il a créé une formation que j'ai faite. En fait, la formation m'a servi à rien, mais la communauté qu'il y a derrière, c'était top parce qu'on s'est entraidés. On est plusieurs en Espagne, en Angleterre, en Inde et tout. On est ce qu'on appelle des penseurs visuels. Énorme. Et du coup, on a vraiment des styles différents. Et ce qui fait que moi, j'ai mon style et je pense que c'est ce qui a aussi marché, ce qui fait la différence parce qu'il y en a plein, énormément maintenant qui reprennent un peu le style de Jack Butcher. Sauf qu'en fait, c'est le même style, y a rien qui est différenciant. Mais ouais, Jack Butcher, enfin, lui, c'est fou ce qu'il fait. Enfin, avec 2 points, il te retourne le cerveau, quoi. Il fait 2 points, un triangle et un carré, et t'as tout compris, quoi. Ouais, c'est assez balèze sur le côté minimaliste, mais c'est vrai que tu as un style très particulier et qui est aussi, et je pense que c'est ça qui a dû peut-être faire aussi la force, comme tu dis, quand tu as commencé à publier sur Twitter, c'est que on te reconnaît tout de suite. En fait, moi, j'en ai pas vu 50 de tes illustrations, mais au bout de la 4e, directement, je savais que c'était toi, quoi. Parce que les couleurs, parce que les formes, parce que le style. Non, c'est vrai. Mais en France, je pense qu'on n'est pas nombreux en plus à faire. Enfin, j'ai pas connaissance qu'il y en ait d'autres. Si, j'ai été en contact là avec, j'ai perdu son prénom, mais qui en fait aussi, mais c'est pas forcément. Elle en fait. C'est une personne qui en fait juste pour illustrer un peu ses projets et tout. Mais qui est plus un modèle minimaliste comme Jack Butcher. Mais on n'est pas nombreux, alors qu'il y a plein d'illustrateurs. Et puis moi, je sais pas dessiner. Enfin, c'est pas mon métier. Mais c'est de la façon dont je le market. Et puis je trouve que c'est, même si demain, tu vois, je fais plus d'illustrations personnalisées parce que j'ai plus envie d'en faire, je continuerai à en faire parce que je trouve que c'est vraiment un moyen hyper efficace pour communiquer, en fait. C'est pour ça, donc, je continuerai quand même à en faire pour moi. T'as complètement raison. Enfin, je t'avoue que j'ai été surpris quand forcément j'ai creusé un peu ton profil avant cette interview. Je disais mais ils sont où les beaux-arts? Mais c'est où c'est qu'il y a le design, etc. dans son parcours? Et en fait, mais pas du tout. Mais je me suis fait avoir. Mais c'est incroyable. C'est ça justement. Non, il y a pas de beaux-arts. Qui est beau, quoi. C'est ça qui est. Non, il y a juste des graffitis sur des tables et des murs. Franchement, la transition, elle est quand même magique. Donc, si on vous dispute parce que vous faites des graffitis sur les tables, dites-vous qu'un jour vous pourrez en faire un business plus tard. Voilà. C'est ça. À l'époque, c'est l'art urbain. L'art urbain était mal vu, le street art. Mais ouais, comme tu dis, t'as ce côté street art qui vient en fait exprimer comment dire des concepts business et mindset c'est cette petite patte là qui fait que ouais tu sors clairement du lot pour tes illustrations. Bon, en tout cas, je saurais qui venir voir quand j'écrirai mon livre sur le multiprenariat. Ah ouais, mais c'est un sujet, il y a tellement de trucs. Enfin, je trouve génial, moi, l'angle que tu as trouvé et ce terme de multipreneur. Comme je te disais, j'aurais aimé y penser, tu vois. Écoute, on essaiera de faire quand même quelque chose ensemble autour de ça, pas de souci. Du coup, tu nous as parlé donc là, on a vu un peu ton parcours. Tu nous as parlé que tu avais quand même 4 projets en ce moment, plus de la famille, plus des enfants. Donc, ça doit pas être non plus très simple de s'organiser là-dedans. Donc, je te propose qu'on passe sur la deuxième partie de cette interview qui, comme je le rappelle, moi, je vois le multiprenariat en fait sur 2 aspects principaux. Le premier, c'est dans la capacité justement de lancer un projet, de créer quelque chose et de voir lequel est bon, lequel est pas bon et comment poursuivre ce lancement. Et la deuxième, c'est une fois que le projet il est construit, comment je fais pour l'ajouter à ma pile de projets que j'ai déjà en cours, sans déstabiliser en fait toute mon organisation et pouvoir justement rajouter brique par brique une nouvelle étape, un nouveau projet, quoi. Donc on va parler de comment tu t'organises et après peut-être aussi d'outils que tu utilises, etc. dans un deuxième temps. Et après on aura encore d'autres questions là-dessus si ça te va. Ouais, carrément. J'interromps cet épisode 5 secondes. J'espère que tu es en train de passer un bon moment. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix, de liker et commenter cet épisode. Tu as un vrai impact quand tu fais ça et ça m'aide vraiment à démocratiser le multiprenariat. Je te remercie. Bonne écoute. Du coup, comment je m'organise? En fait, je crois que ça se fait
assez naturellement dans le sens où, comme je te dis, j'ai vraiment commencé le switch side projet où je me suis vraiment impliqué et qui commençait à rapporter de l'argent quand j'ai eu des enfants, ce qui fait que j'ai été dans l'optimisation pure, quoi. C'est-à-dire que tout ce que je fais, je sais que c'est une valeur en gros. J'essaie de pas perdre de temps sur des choses qui ont pas de valeur. Donc tu vois, c'est je priorise les actions qui ont de la valeur. Et comment j'optimise mon temps en fait par slot de temps. C'est-à-dire que j'essaie de me créer des routines. Je sais que le matin, je vais être plus dans des actions qui vont être focus. Tu vois, si je dois faire du freelancing, je vais bosser sur le freelancing et les actions que j'ai sur le freelancing. Ensuite, après, j'ai un autre projet qui est quand même de la course à pied. Donc, tu vois, je cours pas mal. Ça me prend pas mal de temps aussi la journée. Enfin, la journée, 1 à 2 heures par jour. Et ensuite, l'après-midi, bah là, l'après-midi, ça va être plus des temps qui vont être dédiés, soit au meeting que je peux avoir, que ce soit en freelance ou avec mes projets, ou en rencontre d'entrepreneurs, voilà, comme toi ou comme d'autres. Et, je vais travailler je vais être un peu moins focus, je vais être plus dans la créativité, tu vois. Si je dois faire des illustrations, c'est peut-être là où je vais avoir des idées, je vais noter mes idées, je vais être un peu plus, voilà, partie un peu plus créative. Et j'arrête, tu vois, bon, franchement, j'arrête de bosser vers 17h parce qu'après, voilà, je vais chercher les enfants à l'école ou ma femme ou moi. Bref, pour passer du temps avec eux. Et je rebosse un peu le soir aussi si j'ai envie, tu vois, si je sens qu'il y a créativité, je bosse le soir, mais je vais être plus, voilà, sur des moments créatifs, c'est-à-dire des illustrations ou, ou construire, voilà, construire un site web, des choses en gros, des actions que j'ai envie de réaliser. C'est plus dans ce sens-là, en fait. J'essaie de toujours faire quelque chose que j'ai envie et si j'ai pas envie, en fait, je le fais pas et je me dis que j'aurais envie peut-être un peu plus tard de le faire. Donc c'est pour ça que le fait d'avoir plusieurs projets, c'est aussi un bon moyen de toujours faire ce que j'ai envie en fait, ce qui me plaît sur le moment. Donc tu vois, c'est moins une contrainte que d'avoir qu'un seul projet où là bah t'es entre guillemets obligé d'être que sur le projet si tu veux qu'il avance. Et parfois ça peut être un peu un peu freinant parce que tu dis ouais là j'ai pas l'inspiration ou j'ai pas envie de m'y mettre, ce qui fait que bah t'avances pas et en fait tu fais rien et t'avances sur rien d'autre pendant que tu essaies d'avancer sur ton projet. Donc c'est un peu comme ça que je m'organise avec des slots de temps et travailler quand j'ai envie de faire les choses quoi. En gros il y a un projet, le projet A, je dois faire la tâche A mais que j'ai pas envie de la faire, bah peut-être que pourquoi j'ai pas envie de la faire parce que ça fait trop longtemps que je travaille sur le projet A et qu'il faut que je passe à autre chose, donc je gère mon esprit avec autre chose. Donc soit je passe sur le projet B, puis je fais une landing page parce que là à ce moment-là j'ai envie ou j'écris ma roadmap ou voilà. C'est comme ça que j'organise mon temps et que je l'optimise en gros. Énorme, hyper intéressant comme approche. C'est-à-dire que toi, tu vas focaliser beaucoup plus sur l'envie et la motivation, l'énergie, en fait, faire la tâche en fonction de l'énergie et de l'état d'esprit dans lequel tu es à l'instant T. Complètement. Complètement. C'est vraiment l'énergie, c'est le mot, Ok. c'est le bon mot. J'ai des visuels d'ailleurs là-dessus, mais et c'est ce qui, dans le monde de l'entreprise, tu vois, j'ai jamais compris en fait. J'ai pas compris pourquoi on me demandait, ou même à l'école, tu vois, enfin, je comprenais pas pourquoi on me demandait de venir le matin à 8h30, de partir à 18h. En fait, non, moi, je bossais très bien le matin, et l'après-midi, je bossais un peu moins, et à 16h, en fait, j'avais fini tout ce que j'avais à faire. Et 16h à 18h, bah non, en fait, je faisais rien, mais bon, c'est pas grave, ils étaient contents que je sois là dans le bureau. Et ça a aucune valeur, tu vois. Alors que, alors que tu vois, là, je peux ne pas bosser de l'après-midi, mais par contre, le soir, j'ai envie de bosser. En fait, ouais, j'ai envie de faire quelque chose, en gros, et je le fais. Et tu vois, le temps après les enfants, devant la télé ou quoi. Enfin, la télé, on regarde pas trop, mais voilà, c'est plus travail à l'envie. Je trouve que l'énergie, enfin, quand t'as l'énergie et que t'as envie, tu vas beaucoup plus vite, quoi. C'est un peu, l'idée de. Je suppose que tu connais aussi sûrement Scott Adams. Je sais pas si tu vous connais un peu cet auteur qui est aussi illustrateur d'ailleurs et qui Ouais, je justement vois. lui prône aussi ce côté c'est clairement à l'énergie et qui avait aussi ce mal avec le rythme imposé par le salariat. Et effectivement, j'imagine bien que dans ta situation, le partir à 16 heures en étant à la défense au 20e étage, ça ça peut être complexe en termes de perception de ton employeur, quoi. Ouais, tu pars en vacances, quoi. Le vendredi, quand tu pars à 16h, tu partais en vacances, ouais, non, en fait, j'avais fini, mais bon.
Non, mais après, tu vois, ce modèle que j'ai s'applique bien parce que je suis tout seul, quoi. Je suis freelance, je suis solopreneur. Même la boîte avec laquelle je bosse, ils sont ouverts, enfin, ils sont assez open là-dessus, justement. Ils sont dans ce modèle-là. Un modèle d'entreprise où tu as 30, 40 salariés. Je sais pas, je pense que ça peut marcher aussi. Parce que je dis toujours, si moi, demain, il y a une boîte qui m'appelle et qui me dit, OK, on veut t'embaucher parce que tes compétences, on adore et tout. Je dis bah ok super, moi je serais très heureux. Tu vois, je suis pas dans le monde entrepreneur pour le mood on va dire, mais c'est une boîte qui m'appelle et qui me dit ok parce que tu aimes faire ça et que tu peux nous apporter ça, on t'embauche en CDI, bref. Et que tu t'organises comme tu veux et que machin et que si quand je vais courir entre midi et deux, bah on me regarde pas de travers et tout. Bah, je me dis, enfin banco quoi, j'y vais, il y a aucun problème, tu vois. Je oppose pas le monde du salariat et le monde des entrepreneurs. C'est juste, je pense, dans le monde du salariat, il y a encore beaucoup de choses qui doivent évoluer, selon moi, pour s'adapter à tous les profils, finalement, comme à l'école. Enfin, c'est des vastes sujets dont je pourrais parler des heures, mais voilà. C'est comme ça que je le vois. C'est sûr. En continuant du coup sur ton organisation, t'as parlé quand même de morning routine. Tu nous as dit que tu finissais le soir vers 17h pour t'occuper des enfants. Le matin, t'es plutôt sous quel format? Tu commences à quelle heure? Alors le matin déjà, je suis réveillé hyper. Bah, je suis réveillé hyper tôt dans le sens où bah, mes enfants se lèvent tôt, enfin hyper tôt. Tu vois, à 6 heures, je suis réveillé, et ce qui fait que, enfin, on est réveillé, la famille, et ce qui fait que, tu vois, dès le matin, je travaille pas avant 8h30 parce que il y a les enfants et tout. Les emmener à l'école, tout ça. Mais je suis quand même, tu vois, je peux vite fait si je prends des notes. Tu vois. Je peux prendre des notes le matin pendant le petit déj. Voilà. Donc je commence entre guillemets à travailler. Tu vois, si j'ai des idées qui me viennent, bah, je prends des notes et ça commence. C'est une partie créative en fait. Le moment où je suis pas focus, c'est toujours des parties créatives. Le moment où je suis pas focus, cette partie routine, morning routine, on va dire de 8h30 à midi et demi, ça dépend. Où là je suis plus focus sur des tâches. Tout le reste c'est des parties créatives, donc tout est propice à ce que je prenne des notes, même s'il est 22h, tu vois, c'est le cerveau continue à travailler. Mais ouais, je commence à 8h30 et puis après jusqu'à midi et demi. Et on va dire sur la partie vraiment focus sur des actions. Ok. Ensuite, tu vas courir 2 heures et ensuite tu te remets sur des parties créatives jusqu'à 17h ou tes meetings, etc. Comment tu t'organises justement pour prendre tes notes, noter, puisque comme tu dis, il y a, je pense, une grande partie sur pouvoir entretenir et être efficace aussi dans ta créativité. Donc, comment tu t'organises au niveau de tes notes, au niveau de ta conception, etc., quoi. Alors ça, pour moi, c'est un truc qui est assez compliqué que je travaille parce que j'arrive pas à trouver encore le bon modèle. Là, je suis en train d'essayer plusieurs choses. Alors sur la partie tout ce qui est dessin, quand j'ai une idée, soit c'est dans dans mon note de mon iPhone. Je note toutes mes idées. Enfin voilà, j'ai des notes. Je sais pas si t'as vu le doc d'Orelsan, mais je pense que j'ai des notes entières, des pages entières où je note toutes mes idées de contenu ou de visuel. Enfin bon, je sais même pas comment je fais des fois pour retrouver des trucs. C'est juste une page. Donc il y a ça. Mais après en tout cas dans l'organisation, enfin j'ai un Notion où là je travaille par projet avec vraiment tu vois des guidelines par projet et là je note toutes les actions par guideline, enfin par thématique du projet, si pour dire en français. En gros, je vais dire n'importe quoi. Bah non, je vais pas dire n'importe quoi. Là, par exemple, là, le défi de 30 jours que je fais, c'est exactement ce que je suis en train de partager. C'est voilà, pour lancer un projet, il faut que je trouve une idée. Donc ça va être un premier bloc. Il faut que je fasse la distribution. Ça va être un premier bloc. Et dans ces blocs, ensuite, je liste toutes les actions qui peuvent qui pourraient être faites ou que je dois faire. Ce qui me permet d'avoir toujours un cheminement puis de retrouver tout ce qui me reste à faire en gros. Ok. Et donc, du coup, pour t'organiser entre tes différents projets, tout est, on va dire, centralisé dans Notion, pardon, et tu as tes différents projets, et chaque projet, après, a son organisation propre et ses tâches à faire, tes to-do, etc., quoi. Ouais, exactement, ouais. Et du coup, dans tes journées, est-ce que justement tu disais que tu as tes différents timings dans la journée, est-ce que du coup tu vas dire bon là j'ai envie de travailler sur le projet A, qu'est-ce que j'ai à faire, ou alors est-ce que la veille ou
tu vois, tu as déjà identifié les tâches que tu allais faire la journée suivante, ou tu vois, comment tu t'organises par rapport à ça? Alors sur mon activité de freelancing, si je la veille, la veille, c'est ce que je fais sur mon activité de freelancing ou sur les projets que je gère voilà, pour la partie freelance. Ça, ça c'est ce que je fais sur ma partie illustration aussi, parce que là, du coup, j'ai des clients, donc j'ai des deadlines et tout, donc là, je planifie un peu les temps forts, soit la semaine ou soit la veille si j'ai pas fait la semaine, mais en tout cas la veille pour le lendemain, je sais qu'il faut que je travaille sur X ou Y concept, ou que là qu'il faut que je fasse l'illustration parce que j'ai déjà fait le brouillon. Enfin, voilà, ça je le fais. Mais sur tous les autres projets, tu vois, side project, là, je vais pas le faire. Je vais vraiment être un peu plus à l'envie, parce que pour moi, c'est entre guillemets moins prioritaire que mon activité de freelancing et les illustrations. Donc, je pourrais le faire. Parfois, je le fais. Je dis, ok, là, demain, je vais faire ça. Mais si je le fais pas, je me mets pas une contrainte là-dessus. Là, avec le challenge que je suis en train de créer, je suis obligé. Tous les jours, je sais que le lendemain, c'est un jour suivant où il va falloir que je dise ce que je suis en train de faire. Donc là, pour le coup, de fait, je le fais, quoi. Et est-ce que justement cette priorisation, elle intervient dans le... Bon, tu as un peu répondu puisque avec ta dernière phrase, mais est-ce que justement cette priorisation, elle intervient parce que certains projets te ramènent plus ou moins de revenus et donc tu les priorises par cet aspect-là, ou alors par d'autres aspects? Tu vois, tu dis que ou alors c'est parce que tu as des Hum, interactions avec des clients. Qu'est-ce qui fait justement que tu priorises ces actions et pas les autres? Ouais, c'est plus les interactions que je peux avoir avec les clients. Mais de fait, bah, du coup, parce que elle me rapporte enfin, ça me rapporte de l'argent, qui fait que je les priorise, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un combo des deux, le fait qu'il y ait des interactions et que et que je gagne de l'argent, ouais. C'est ce qui permet de les prioriser, en tout cas. Si je dois, tu vois, enfin, quand j'ai réfléchi, ouais, complètement. Ok, ok, parce que c'est vrai que c'est une grande clé. Donc du coup, ma question, imaginons tu lances du coup un nouveau side project. Celui-ci te rapporte plus de revenus. Est-ce qu'il devient prioritaire, et donc est-ce que tu vas réorganiser tes journées, et surtout, tu vois, est-ce que ça va devenir ces tâches-là que tu vas organiser en priorité plus que le freelancing, etc. Ou alors non, ça va s'ajouter, et du coup, quelle est la limite? Enfin, tu vois, j'essaie juste de pousser la réflexion par rapport à ça. Ouais, ouais. Non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que tu vois, j'y ai pensé quelques jours. Je me dis, si, là aujourd'hui, tu vois, j'ai le freelancing et les illustrations, on va dire qu'ils sont entre guillemets prioritaires. Les autres, c'est des projets à côté, et ce qui me permet aussi en fait, de pouvoir avoir aussi quand même prioriser ces projets à côté, c'est justement ces challenges que je fais de 30 jours où je documente tout. Ça me permet, je peux pas me dérober, quoi. Enfin, si je pourrais, je dis ok, là je le fais pas, mais du coup, bah, c'est un peu déceptif pour ceux qui suivent. Et si demain je dis n'importe quoi, je crée un micro SaaS et en fait je vois que ça fonctionne et ça demande quand même du travail régulier. Je pense que je mettrais moins d'efforts sur la partie peut-être illustration, c'est-à-dire que bon, aujourd'hui j'ai pas besoin de le faire, mais si demain je dis n'importe quoi, j'ai 5 clients par mois qui me demandent 10 illustrations chacun, et ben je leur dirais non, c'est pas possible, quoi, j'en prends qu'un et je mettrai moins d'efforts là-dessus. La partie freelance, je mettrai tout le temps autant d'efforts parce que le projet est vraiment top sur lequel je bosse et on est une bonne équipe et tout. Donc ça, voilà, je mettrai toujours en priorité et, euh, et c'est comme ça que je fonctionnerai. Mais demain, imaginons que la partie freelance s'arrête, eh ben je redécalerai les choses. Bah, l'illustration, ça sera la priorité. Du coup, j'aurai un autre projet qui serait le micro-SaaS qui fonctionnerait, bah, qui serait aussi prioritaire. Je pense que je décalerai de cette façon-là. Si après j'ai un troisième projet qui fonctionne bien, bah, peut-être les illustrations, j'en ferai plus du tout, par exemple. Ou soit peut-être que je revendrai le micro-SaaS. Enfin, je me dis que tu vois, jongler avec deux, trois projets, c'est faisable. Selon la nature des projets, tu vois, les illustrations, je peux me permettre de dire, bah là, j'ai pas envie, j'ai pas besoin d'en faire. Et il y a moins de services après-vente que quand tu lances un SaaS, par exemple, pour le coup. Ça demande moins de temps de travail de faire des illustrations ou lancer une formation ou lancer un guide. Du coup, c'est pour ça que je m'oriente aussi pas mal sur ces side projects, c'est pour voir, une fois qu'ils sont lancés, bah, du coup, il y a que la création de contenu et on va dire mon personal branding et voilà, la création de contenu qui a besoin d'être fait tous les jours pour le coup, pour apporter des clients sur ce type de business.
Mais en même temps, oui, je vais pas parler, mais la création de contenu, finalement, c'est un projet aussi à part entière sur lequel je peux pas me dérober, tu vois, si je veux garder une certaine cohérence et durer sur le long terme, quoi. Complètement, parce que c'est vrai que, alors bon, je le dis avec des pincettes, puisque ça dépend la perception de chacun, mais c'est vrai que si tu dis que tu as 30 000 abonnés sur Instagram, 20 000 abonnés sur Twitter, là tu commences aussi sur LinkedIn un peu à monter, tu es aussi un influenceur en soi. Ouais, complètement. J'ai un peu de mal avec ce terme influenceur, justement, dans ce truc. Enfin, créateur de contenu, j'aime bien parce que c'est de la valeur qu'on apporte. Faire influenceur, c'est plus, tu vois, si on me rémunérait justement en termes de sponsor. Et j'en ai fait, mais j'ai décidé de plus en faire parce qu'en fait, je trouve que ça dessert. Enfin, tout dépend des objectifs, hein. Mais ça dessert Mhm. l'image que tu peux avoir sur les réseaux quand tu vois, on te contacte et tu dois faire la promo d'un produit. En fait, en plus, tout le monde tout le monde le fait en même temps. Enfin bon, bref, c'est dans des campagnes, donc t'as tous les créateurs de contenu qui font la promotion du produit en même temps. Je trouve ça un peu Et il y en a bizarre qui en tout font cas. du bruit, hein. Mais non, non, c'est clair, ça prend du temps. Mais pour ça justement, pour le coup là, j'ai mis en place des routines. On en a pas parlé, c'est vrai, mais pour la création de contenu, j'ai mis en place vraiment des routines et j'utilise des outils qui me permettent d'aller beaucoup plus vite en fait, beaucoup plus vite, ouais, vraiment très vite quand même. C'est l'avantage Ben, sur est-ce que tu peux nous en sur ces parler de choses-là ça? et pas. Ouais, bien sûr. Sur déjà j'ai créé sur mon premier réseau qui est Twitter, j'ai créé tu vois, j'ai fait 15 000 tweets, ça fait 1 an et demi que je crée du contenu, en plus en anglais. En plus j'ai fait mes visuels, donc j'ai dû publier 100 ouais, peut-être 60 ou 100 visuels sur Twitter. J'ai créé du contenu, donc j'ai vraiment une grosse base de contenu que je peux en plus réutiliser sur LinkedIn déjà. En tout cas même si sur LinkedIn il faut écrire plus longtemps, mais des idées on va dire des idées déjà créées sur Twitter. Et sur Twitter, en plus, j'utilise TweetHunter. Bah, d'ailleurs, j'en ai parlé aujourd'hui, c'est marrant sur LinkedIn. J'utilise Ouais, TweetHunter, c'est un c'était outil ton poste de la qui fait. journée. Ouais, c'est drôle. C'est un outil qui est fait par des Français et tout. Enfin, les mecs sont top. On arrivait un peu en même temps sur Twitter et du coup, on a pas mal sympathisé. J'utilisais leur outil dès le départ. Et ça, pour le coup, tu vois, quand j'ai pas le temps d'écrire, c'est horrible. Ce que je veux dire. Quand j'ai pas le temps d'écrire des tweets tu vois, voilà, parce que j'ai pas le temps pendant 15 jours, peut-être je vais partir en vacances, mais j'ai quand même envie de toujours tweeter parce que pour entretenir voilà l'audience et toujours être présent. Et bah eux, Tweet Hunter, ils ont une IA qui te permet de générer des tweets, donc bah c'est top. Même s'il faut modifier deux trois trucs à chaque fois, bah en fait tu génères trois tweets en 4 minutes, tu les programmes et tu fais ça et t'as ta semaine de tweets qui est programmée. Alors au début tu peux pas le faire quand tu commences sur Twitter parce que faut passer plus de temps à t'engager qu'à tweeter, mais une fois que ton audience quand même est un peu plus grosse, enfin c'est vraiment pratique du coup. Donc en gros ça, tu vois, je passe plus du tout de temps à tweeter, enfin beaucoup moins maintenant. C'est pour ça que je peux me focus sur LinkedIn où là, bah là, ça demande plus de temps pour créer du contenu. Et là, je m'octroie un slot, tu vois, je m'essaie de me mettre 45 minutes, parce que comme je commence juste à le faire 45 minutes max par jour pour créer un post par jour. J'ai la chance d'avoir les visuels qui me permettent voilà, déjà d'avoir un sujet sur lequel après je peux écrire. Mais voilà, en gros, comment j'optimise tu vois, mes réseaux. Et Instagram, je fais que, alors un peu moins maintenant, mais je faisais que publier une illustration avec une liste de hashtags. Donc là, ça me prenait 30 secondes, quoi, littéralement. Et avant, je créais vraiment un visuel par jour. Maintenant, je le fais beaucoup moins parce que j'ai beaucoup moins de temps. Puis la créativité, parfois, bah, elle est pas toujours là. Donc, si je prends Twitter, si je passe, allez, 20 minutes, LinkedIn peut-être 1 heure, parce que le temps de créer un post, d'interagir aussi avec les gens. Ouais, 1 heure, tu vois, 1h20, donc ça peut être le soir, ça peut être vraiment tout le matin aussi, je le fais. Donc, tu vois, ça permet quand même. Ça, du coup, je le fais tous les jours, donc ça, tu vois, il n'y a pas un jour où j'ai pas posté sur Twitter, par exemple. Et là, sur LinkedIn, Ok. depuis, je pense, un mois, il n'y a pas un jour, si peut-être le dimanche. Et encore, les samedis, je poste un peu n'importe quoi. Les week-ends, je poste des mèmes ou quoi, donc ça me prend pas trop de temps. Mais ouais, du coup, c'est un projet à part entière de créer du contenu. Tout à fait. Et ça, tu dis, c'est en fait, tu as utilisé deux fois ce terme, donc je rebondis dessus. Tu as utilisé des slots de temps. Toi, tu décomposes ta journée comme ça, vraiment? Tu te fais, voilà, cette tâche-là, je mets tant de temps et c'est parti, ou comment tu fais?
Non, alors ouais, si la partie création de contenu, je me dis, j'ai pas envie de dépasser plus d'une heure pour pas, parce que j'ai pas envie entre guillemets perdre du temps là-dessus. Si je dépasse plus d'une heure, bah en fait, bah je perds du temps pour autre chose qui quand même a potentiellement plus de valeur, même si je trouve que ça a de la valeur de créer du contenu parce que c'est un canal de distribution, enfin c'est un moyen de distribuer toi ta valeur et de faire de l'acquisition. Mais j'essaie de pas dépasser. Après, je note, toi, mes slots de temps, ils sont pas marqués. Si je vais mettre un temps estimé quand même à chaque fois de ce que je peux faire dans les actions. Pas forcément sur les side projects, quoique si maintenant je le fais. Sur les side projects, je mets un temps estimé. Et après le temps que j'ai passé pour voir un peu le différentiel de temps. Mais je le fais pas à chaque fois, toi. Si j'y pense, je le mets. Je le fais à peu près à 80%. Ça, je le fais depuis très peu de temps. C'est parce que avant, je le faisais pas. J'étais plus au feeling, tu vois. Artiste, entrepreneur, tu fais des trucs et tout. Mais parfois, je me dis, artiste, entrepreneur, tu te perds dans des actions. Tu penses à un truc pendant que tu fais quelque chose. Et du coup, je trouvais que ça avançait pas comme je voulais. Et que de faire comme ça, tu vois, de pas de mettre des slots de temps, mais de dire le temps que je vais passer sur une tâche. Déjà, ça me fait moins peur. Parce que j'essaie de faire des actions qui vont durer moins d'une heure en tout cas. Tu vois, je découpe pour que mes tâches durent moins d'une heure. Je découpe toutes les tâches, ouais, c'est ça, pour que en micro-tâches, si ça dure plus d'une heure. Et, euh, et ouais, c'est comme ça que je fais, ouais. Ok, hyper intéressant. Hyper intéressant, hyper intéressant. Euh, Moi, j'aime bien distinguer le temps en trois choses. Donc, tu as le temps que j'appelle professionnel, le temps familial, que je considère avec les autres, et aussi le temps personnel. Alors, il y en a qui disent juste professionnel et personnel, mais moi, j'aime bien aussi distinguer ces deux temps-là, puisqu'il y a le côté où tu dois passer du temps, entre guillemets, avec les autres, que ce soit ta compagne, tes enfants, et aussi le temps plus perso. Et toi, est-ce que déjà tu fais cette distinction-là? Est-ce que non? Et surtout, comment tu gères ce temps-là aussi avec les autres? Justement, ouais, bah, ça, ça a été complètement. Enfin, ça a changé ma vie, tu vois, depuis que je suis tout seul chez moi pour bosser. Ce qui est génial, c'est que tu vois, bon, du coup, j'ai le temps professionnel le matin et l'après-midi. Le temps personnel qui est entre midi et deux où bah, je vais courir. En fait, moi, c'est mon temps personnel. Tu vois, comme j'aime, enfin, c'est ma passion. Tu vois, je cours, donc c'est vraiment mon temps personnel. Et bah, après, à partir de 17h, là, c'est le temps. Enfin, c'est le temps avec les autres. Du coup, c'est le temps familial avec mes enfants, avec ma femme. Et c'est vraiment, tu vois, cette routine que j'ai trouvée qui me permet d'avoir un équilibre parfait, en tout cas. J'espère que, enfin, je fais tout pour le faire perdurer. Et c'est ce qui a pu me manquer quand j'étais salarié. Tu vois, pas ce temps personnel, le temps de faire du sport, moi j'en ai besoin. Si j'en fais pas, je pense que je pète les plombs. J'en ai vraiment besoin. Et puis c'est un moyen d'aller dehors. J'ai besoin d'être dehors. Voilà, je suis un mec de la campagne, donc j'ai besoin d'être dehors. Du coup, si je fais pas ça, bah, si je reste enfermé toute la journée, je pense que je deviens dingue. Et j'ai pas envie on va dire, de ressentir ce que j'ai vécu à Paris, ce monde frénétique. Donc non, non, c'est clair. Et avant même, quand j'étais salarié, j'arrivais à trouver ce temps personnel de sport. En fait, j'allais au taf en vélo et j'essayais de courir entre midi et deux quand je pouvais, mais parfois c'était pas possible et c'était assez frustrant parce que bah il y a des clients et t'es obligé de gérer les clients, et ce qui est normal. Mais tu vois, j'allais au taf en vélo et en fait j'ai besoin de ce moment d'activité physique qui est le sport en tout cas pour moi et qui est mon temps personnel pour le coup. Mais ouais, je te rejoins. J'ai ces trois slots de temps et ils sont vraiment bien définis depuis 3-4 mois. J'ai réussi à trouver cet équilibre qui est nickel. Parce qu'au tout début, je courais pas et parce que enfin, j'avais pas mis en place ce rythme-là, ce système, on va dire. Et j'ai aussi ces trois temps-là, ouais, effectivement. Ok. Et là, tu parles de l'organisation de journée. Et par rapport, quelle est ta relation justement par rapport au week-end, notamment? Alors ma relation par rapport au week-end, le week-end, bah je alors le week-end, je cours moins parce que justement, je veux profiter de ce temps 100% avec la famille. Et ça, c'est top parce qu'en fait, aussi dans ma semaine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un jour, enfin dans la semaine du lundi au vendredi, il y a un jour où je travaille pas. En gros, j'ai pas de freelancing, on va dire ça. Le vendredi, ce qui me permet le vendredi de faire encore passer plus de temps personnel et sur les projets à côté, les side projects.
Ça, c'est génial, tu vois. Par exemple, moi qui fais du trail, donc parfois, faut faire des grosses sorties de 3-4 heures ou du vélo. Et ben, je le programme le vendredi. Ce qui fait que le samedi et le dimanche, ben, j'ai pas ces 3-4 heures de sortie à faire que je ne vais pas faire en plus dans un bon état d'esprit parce que je sais que c'est des moments où je vais pas voir mes enfants, je vais pas être avec ma femme et tout. Ce qui fait que le week-end, je suis vraiment focus, avec la famille, les amis. Enfin, ça m'arrive de bosser, tu vois, pendant la sieste ou quoi, mais c'est pareil, je bosse pour le plaisir parce que j'ai envie de le faire. Tu vois, si j'avais pas envie de le faire, je le ferais pas. Mais le week-end, c'est plus comme ça que je fonctionne. C'est vraiment Et du coup, 100% dédié à la famille, du temps personnel en gros. ok. Et donc du coup, une petite question comme ça par rapport à ce que tu viens de me dire. Euh, les side business, tu les considères dans ton temps professionnel ou dans ton temps personnel? Je les considère dans mon temps professionnel, mais je peux le faire pendant mon temps familial, tu vois. Mais à un moment où les enfants font la sieste ou soit ils sont pas là, ou voilà. C'est plus, tu vois, j'optimise un slot de temps où j'ai la possibilité de le faire et si j'ai envie de le faire, je le fais. Mais tu vois, si genre le samedi, je suis pas devant mes side business, s'il y a les enfants qui sont là ou quoi. Je peux prendre des notes, mais je vais pas bosser quoi. Ok. D'accord, ok. Bon, trop cool. Trop cool, trop cool. Écoute, on est déjà à 1 heure d'enregistrement, le temps passe hyper vite avec toi. Du coup, je te Ouais, propose quand même grave. qu'on passe sur la dernière partie de l'interview, c'est-à-dire un peu sur les questions aussi de fin de podcast. Est-ce que c'est bon pour toi? Ou est-ce que tu as encore d'autres choses que tu voudrais nous dire sur le fait de lancer un projet ou d'organiser son temps? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas abordées et qui, pour toi, sont quand même importantes à préciser, à donner? Ouais, j'ai juste un truc, justement, parce qu'on en a pas parlé, et t'en as parlé au début, tu vois, tu t'identifies comme multipreneur. Moi, je m'identifie comme ultrapreneur, pour une raison qui est assez simple. En fait, je fais voilà, c'est l'association de ultra trailers et entrepreneurs. Et je vais d'ailleurs commencer à communiquer là-dessus sur LinkedIn sur les parallèles qu'il peut avoir en gros entre les sports d'ultra endurance et l'entrepreneuriat. On le dit souvent, l'entrepreneuriat c'est pas un sprint, c'est un marathon. Bah, c'est exactement ça quoi. Entre l'ultra endurance, bah, c'est long. Et ce que j'appelle moi, je me considère comme un entrepreneur longue distance. Et en fait, il y a tellement de parallèles à faire en termes d'organisation, de mental, d'optimisation de choses, de gestion, beaucoup aussi de l'effort, que ce soit de l'effort physique ou de l'effort quand tu travailles. Et c'est pour ça que voilà, c'était juste pour le petit clin d'œil et le pourquoi de ultrapreneur, mais c'est l'association de ultra endurance et entrepreneur et je pense que il y a vraiment tellement de sujets à aborder là-dessus que j'aborderai bientôt, mais qui sont vraiment cool et des parallèles à faire. Voilà, c'était le petit dernier truc que je voulais dire là-dessus. Et, et ça sera fait avec de beaux visuels, j'espère. Bah bien sûr toujours de toute façon c'est ce que je te disais hein. Moi les visuels même si c'est l'opportunité qui fait que j'en commercialise et que j'en fais des personnalisés pour voilà des personnes qui veulent travailler avec moi mais pour moi c'est un moyen de communiquer enfin c'est vraiment mon moyen de communiquer en tout cas donc ça là-dessus t'inquiète il y aura toujours des visuels. Et tu vois, ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça, parce que justement, première personne que j'ai interviewée, donc c'était Fabien Suarez, qu'on embrasse bien sûr. Lui aussi, enfin, je pense que du coup, c'est cette vision qui est en train de se définir aussi avec le multipreneuriat, c'est que pour l'instant, les multipreneurs que j'ai interviewés ou ceux qui ont du coup plusieurs projets, la particularité, c'est de dire, en fait, c'est soit le projet et il est sur le long terme. Et c'est-à-dire que chaque petite brique ou quoi, ça vient renforcer en fait notre projet à nous, mais c'est pas lié à une entreprise ou l'autre. Et en fait, il faut même pas la distinction. En fait, on fait de l'entrepreneuriat, on monte des projets, et en fait, c'est ça notre activité, c'est de monter des projets et de les gérer. Mais c'est pas je fais ça ou je fais ça ou je fais ça. Et cet aspect-là, je le trouve hyper intéressant et j'ai l'impression que c'est ce qui commence aussi un peu à se dessiner. Et on est clairement là-dessus sur une course long terme Ouais du coup, quoi. ouais carrément mais tu vois c'est marrant que t'en parles parce que tu vois sur LinkedIn typiquement
comme la norme veut que tu sois niché sur un truc, tu vois, moi j'ai mis que j'aide je sais plus, les CEO à illustrer leurs livres, par exemple. Mais en fait, tu vois, ça c'est pas moi. Moi, c'est pas ce que je fais en fait, c'est pas mon métier. C'est pour ça que tu vois, je vais communiquer différemment. Enfin, je l'ai pas encore fait, mais il faut que je change les choses pour dire que c'est exactement ce que tu dis. Qu'en fait, on fait des projets, on fait des projets. Tu vois, on fait des projets. Après, s'il y en a qui veulent bosser avec moi pour les aider à faire des projets ou faire des illustrations ou pour les conseiller sur comment lancer un side business, j'en sais rien, tu vois. Bah, ils viendront et puis je travaillerai avec eux. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que il y a cette émergence est en train de, enfin, ce concept est en train d'émerger. Il y a, en ce moment, je suis pas mal en contact aussi avec un, un créateur de contenu là sur LinkedIn, Paul Duchesne de mémoire, qui lui aussi, enfin, est dans cette optique-là, dire ouais, qu'il construit des choses. Il n'est pas forcément sur une niche. Tu vois, j'aide les coachs à devenir meilleurs. Et il en faut heureusement. Mais quand on est multipreneur, enfin, c'est complètement en lien avec ce que tu dis et ton podcast. On s'identifie voilà comme un multipreneur. En fait, le terme il est parfait parce que c'est exactement ce que l'on est en tout cas quand on fait des projets quoi. Merci, ça me rassure bien pour le choix de ce terme, c'est cool. Euh, carrément, et ça me fait plaisir parce que c'est vrai que c'est aussi toute la difficulté. Euh, c'est toute la difficulté on parlait de se définir, mais c'est aussi même de légitimiser ce qu'on fait. Et je sais pas toi d'ailleurs si tu as des anecdotes par rapport à ça, sur des incompréhensions par rapport à tes activités euh, ou pas, sur le fait que tu vois t'es entrepreneur positionné sur quelque chose, et en fait quand tu vas démarcher un client ou alors que tu as un lien avec euh, un autre projet que tu fais, bah, il y a de l'incohérence et du coup ça peut surprendre ou étonner en fait les potentiels clients. Alors, non, j'ai pas encore été confronté à ça parce que du coup là sur LinkedIn, c'est assez niché ce que je fais, mais je pense que je vais être confronté à ça bientôt quand je vais lancer bah, un autre projet voilà qui va vraiment te lier avec ce que j'aime en gros moi c'est entreprendre et les sports outdoor. Donc je vais créer tout un écosystème là-dessus, je vais lancer des projets autour de ça. Donc là ça va peut-être être plus flou, on va me demander ce que je fais. Je suis sûr qu'on va me demander si je fais encore des illustrations, tu vois, on dira pourquoi t'en fais, mais sauf que j'en ferai toujours, c'est juste que je les mettrai pas en avant. Et le fait de se définir par contre, tu vois, c'est toujours été dur et d'ailleurs enfin quand je vais lancer enfin j'avais démissionné, que j'avais lancé ma première boîte, enfin je sais pas ce qu'on peut appeler un premier projet où vraiment j'avais créé mon statut auto-entrepreneur, j'avais tout fait, j'avais déposé un logo, tu sais, l'INPI, tous les trucs qu'il faut pas faire. Et là tu vois, sur LinkedIn, je m'étais défini vraiment avec un profil parfait et tout. Mais c'est sûr que tu vois, j'y arrivais même pas à le faire un profil parfait avec une valeur dans ce que je voulais apporter, mais j'arrivais même pas trop à le définir parce qu'en fait, je me rends compte que c'est pas ce que j'aime en fait. C'est pas, je sais pas faire qu'une chose. J'aime bien faire plusieurs choses. Comme je disais, tu vois, j'ai une formation préparateur mental des sportifs. Et ben ça, tu vois, j'en parle pas, mais demain, j'aimerais bien faire du coach mental, que ce soit pour entrepreneurs ou pas forcément les coacher, mais tu vois, trouver un moyen de les aider dans leur préparation mentale ou intervenir sur la préparation mentale dans les entreprises. Tu vois, c'est le type de projet que j'ai en tête. Je l'ai pas encore lancé, mais ce qui est sûr, c'est que demain, si j'en parle, que je l'expose, enfin que j'en parle, si je l'expose sur LinkedIn et qu'on voit un peu tout ça, ça peut perdre les gens, mais je me dis que c'est aussi un filtre pour n'avoir uniquement que les personnes vraiment intéressées de travailler avec toi et de payer pour ce que tu fais et pour ce que tu apportes comme valeur, en tout cas ce qu'ils voient eux. Je me dis que c'est aussi le meilleur moyen, tu vois, de pas faire de prospection et de filtrer en gros tes leads. Je le vois comme ça. Demain, si j'en ai besoin pour vivre, C'est je intéressant. dirais peut-être pas, je penserais peut-être différemment, mais je me dis que ouais, c'est un moyen comme ça de bien filtrer et se dire ok, bah lui sur le sujet de la préparation mentale, il est hyper calé. J'aimerais bien qu'il intervienne dans ma boîte ou j'ai vu qu'il crée des petits business à côté. Bah peut-être qu'est-ce qu'il peut venir en parler ici ou ailleurs. Enfin, tu vois, voilà. C'est comme toi, tu vois, c'est multipreneur. Moi, demain, imaginons, je
je suis PDG d'une boîte, enfin j'espère pas. Et ben tu vois, j'ai envie de te faire venir chez moi parce que non mais tu vas parler de comment gérer plusieurs projets à la fois, que ce soit peu importe le projet quoi, que ce soit des ingénieurs qui sont en train de construire la fusée de demain ou des personnes qui sont dans le marketing. Ah bon, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et comme tu dis, c'est cette différence en train d'émerger, j'ai l'impression. Ou en tout cas n'est plus, enfin, je sais pas comment dire, n'est pas laissé de côté quoi. On voit qu'il y a de plus en plus qui se définissent pas uniquement parce qu'ils ils aident un type de personne dans une niche quoi. Écoute, j'en profite, du coup, bien sûr, comme vous l'avez entendu, si jamais vous êtes PDG, n'hésitez pas à m'inviter, je viendrai avec grand plaisir vous parler de de la gestion de multi-projets en même temps, carrément. Merci pour la promo, Victor, c'est cool. De rien, c'est cadeau. Bah écoute, trop cool. Je te propose qu'on fasse aller les petites questions de fin de podcast. Donc du coup, pour toi, c'est quoi vraiment les clés du succès pour être multipreneur, vraiment, ou du coup gérer plusieurs projets à la fois? Bah, c'est un mix entre l'organisation et l'envie de faire les actions qui vont faire avancer tes projets. Bien sûr, il y a des choses des fois qui sont nécessaires et qu'on n'a pas envie, mais si on a les moyens, les déléguer du coup. Mais bon, quand on n'a pas les moyens, les faire peut-être en priorité. Et ensuite faire des choses que l'on a envie, puis surtout, ouais, non, je pense que, enfin, je pense que tu pourrais plus en parler avec moi. C'est vrai que moi, l'organisation, c'est quelque chose que je découvre, mais se fixer des grosses slots, des grosses plages de temps, je trouve que ça font des blocs quoi, sans en faire des multitudes. Mais tu vois l'exemple que tu as pris, personnel, professionnel, familial, enfin pour des échanges, je trouve que ça marche plutôt bien en gros. Comme ça déjà ça passe, on surcharge, pour la surcharge mentale, je trouve que c'est pas mal et comme ça on est focus sur trois gros temps forts dans une journée ou dans une semaine ou dans un mois. Je trouve que c'est pas mal du coup ton idée. Je trouve que ça a du sens, ouais. Je t'avoue que ça, je suis en train de créer un document là-dessus où ça part un peu, tu sais, aussi du livre sur 168 heures. Le concept, c'est qu'on a 168 heures dans une semaine, pas plus. Et en fait, tu pars des blocs. Par exemple, oui, je dors, j'ai n'importe quoi, ça dépend, mais 7 heures, 8 heures par jour. Bon, tu sais que voilà, tu vas faire tes 8 heures tous les jours. Tu as ces blocs-là qui sont là et qui seront là dans tous les cas. Ok, donc ce bloc, c'est fini. Donc ensuite, il te manque quoi? Il te manque, je sais pas, douche, faire à manger, ça te reprend tant de temps, tant de temps, tant de temps. Ok, tu les mets là, 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 là. Et ensuite, effectivement, tu vas définir, comme tu dis, ces gros slots de temps familial, temps personnel, temps professionnel, et tu vas les caler. Et à partir de là, seulement dans ces temps-là, là, tu vas pouvoir caler tes tâches, tes actions, et faire tes to-do list, quoi. Et après, tout repose dans la capacité à réussir à maintenir ces blocs-là. Avec, bien sûr, on a toujours quand même une petite marge de manœuvre sur chacun de ces blocs, mais c'est toute la difficulté, toute la complexité de la chose, ouais. Carrément, carrément. Si tu avais des erreurs ou vraiment des choses à éviter ou que tu aurais vraiment aimé savoir avant de te lancer, ça aurait été quoi? Enfin, c'est là maintenant je le sais parce que je les ai fait ces erreurs, mais pas s'inscrire. Enfin, d'abord créer des projets, mais je pense que même ça, c'est valable pour toutes les boîtes, les startups. Enfin, je pense que c'est valable pour tout le monde. D'abord créer des projets, à voir si on a un client avant de créer son statut juridique, acheter un logo, enfin déposer son nom à l'INPI, enfin tous ces trucs quoi. D'abord avoir des gens qui payent sur un projet que tu as. Ça et surtout si ça marche pas, c'est pas grave en fait, passer à autre chose rapidement quoi. Enfin pas s'entêter dans des projets parce que ça nous tient à cœur, savoir passer à autre chose rapidement quoi en gros. Ok, ouais, clairement, clairement, clairement. C'est toute la difficulté de savoir aussi quand lâcher ou pas lâcher par rapport au projet, parce que c'est aussi ce qui est un peu valorisé dans notamment aussi d'ailleurs beaucoup d'illustrations. On voit beaucoup souvent cette image de la personne qui pioche
enfin deux personnes qui piochent, un qui s'arrête juste avant les diamants et l'autre qui continue. Et c'est vrai que des fois on s'entête aussi dans des projets qui complètement enfin n'ont pas forcément de suite ou d'opportunité. Et c'est vrai que c'est toute la difficulté aussi de savoir faire le tri dans ces projets-là, quoi. Ouais, carrément. Et tu vois, c'est là, moi, j'ai toujours quelque chose. En gros, toute startup devrait commencer par un side business, tu vois, un side projet. C'est-à-dire que euh, j'admire ceux qui lèvent des fonds et pour lesquels, tu vois, sur un PowerPoint et qui derrière le projet fonctionne parce qu'ils n'ont rien testé avant. Ceux qui font ça, enfin, je trouve ça extraordinaire. Je sais pas si on a beaucoup, mais en tout cas, tu vois, j'admire ceux qui arrivent à faire ça, qui ont l'intuition de dire que ce qu'ils font répond à un marché, répond à un besoin, répond à un problème. Alors que vraiment commencer par un petit side projet, enfin, tu vois, j'ai l'impression que moi, toutes les grosses boîtes ont commencé par un side business. Enfin, si tu prends toutes les licornes ou c'est un peu l'idée que je me fais de l'entrepreneuriat en tout cas. Clairement, puis la société évolue aussi. On est beaucoup plus centré sur l'individu et maintenant, en plus avec le confinement, chacun se retrouve à se dire ah bah finalement je peux faire autre chose et avec les potentialités qu'offre Internet, le gros marketing, les automatisations, chacun peut en se formant, en travaillant un peu, réussir à créer aussi des sides et des petits projets qui nous permettent en fait de vivre aussi plus simplement et plus librement, parce que je pense que c'est aussi ça un peu la recherche de multipreneuriat, c'est aussi en fait de pouvoir faire un peu tout ce pourquoi on aspire et ce qu'on a envie de faire pour être aussi avoir peut-être ce sentiment aussi de liberté. Complètement. Et on apprend tellement en faisant ça. C'est c'est fou. Clairement. Comment du coup bon c'est un classique, mais quelles ont été aussi un peu tes inspirations? Qu'est-ce qui t'a fait rêver, inspirer dans ta vie qui fait qu'aujourd'hui t'es la personne que t'es maintenant? Ça peut être tout ce que tu veux. Des personnes, des livres, des films, Ah, c'est dur. C'est dur. J'ai pas. Moi, Zidane, c'est Dieu, c'est le maître, tu vois. Il y a personne d'autre au-dessus de Zidane. Mais ce qui m'inspire pour faire ce que je fais, je pense pas. Euh, Non, moi, ce qui m'inspire, il n'y a pas de personne en particulier, mais moi, ce qui m'inspire, tu vois, c'est les parcours, en gros. Tu vois, j'adore lire des biographies, mais les parcours, que ce soit des parcours de sportifs ou d'entrepreneurs. Tu vois, je trouve que moi, c'est ce qui m'inspire, qui me dit qu'en fait, c'est possible. Les personnes avec qui je discute, tu vois, récemment, j'ai discuté avec un entrepreneur qui va écrire un livre, d'ailleurs. J'espère avec qui je vais pouvoir bosser. Mais son parcours, tu vois, il est trop inspirant, tu vois. Enfin, c'était vraiment trop bien quand on a discuté ensemble. Les sportifs, tu vois, si tu prends la bio d'André Agassi ou ce type de personnes, mais les gens personnes qui vont au bout de leur rêve, quoi, qui se disent que tout est possible. Et je pense que moi, c'est ce qui me fait croire que c'est en faisant des choses et en avançant qu'on arrive à faire des choses, enfin qu'on arrive à atteindre nos rêves. Tu vois, si on fait rien, en fait, on n'avance pas, quoi. Il suffit d'avancer, tu vois. Et entreprendre, pour moi, c'est ça, c'est avancer et faire des choses. Et c'est vrai que toutes ces personnes-là, beaucoup les sportifs, parce que j'adore le monde du sport, mais les entrepreneurs aussi, tu vois, où ça peut être même des films, tu vois, le doc sur Orelsan, je trouve ça super inspirant. L'histoire, tu vois, c'est un film, parce que je pense à ça, c'est le dernier que j'ai en tête, mais de NTM, tu vois, je trouve ça super inspirant. Voilà, vraiment tous les parcours, plus des parcours de vie, quoi, que je trouve qui m'inspirent. Si t'en veux un qui a un peu d'émotion aussi, je sais pas si t'as eu l'occasion de voir le film Padman. Je crois qu'il est Non. disponible, je sais plus si c'est sur Netflix ou Amazon Prime. En gros, c'est l'histoire, donc bien sûr vraie, de celui qui a voulu démocratiser l'usage des serviettes hygiéniques en Inde et qui a en fait révolutionné, avec toutes les problématiques de santé que ça engendre aussi dans la société, puisque
il y a encore un tabou sur les menstruations féminines là-bas, donc tu vois des conditions pas possibles. Et lui a voulu en se disant mais attends, une serviette c'est juste du coton et alors, d'autres choses que je te laisserai découvrir. Et en fait, il se dit mais on est en Inde, du coton on en a partout, faut faire quelque chose quoi. Et c'est ultra inspirant aussi sur cette volonté. Cool. Et qu'est-ce que des fois aussi ça peut comment dire, enfin le coût aussi que ça peut représenter des fois de suivre ses rêves quoi. Donc je le conseille. Cool, ouais, bah tu vois, c'est bon. J'ai un nouveau film à regarder. Merci. Pour la prochaine fois, est-ce qu'il y a d'autres du coup multipreneurs que tu penses qu'il serait intéressant que j'invite sur ce podcast? Ouais, carrément. J'en ai plein. Je pense que Xavier Coiffard, qui est cool, qui m'a aussi inspiré, tu vois, d'une certaine manière, parce que voilà, il montait plusieurs projets. Tu peux inviter, enfin moi, ces deux mecs là, c'est génial ce qu'ils ont fait. Et c'est Thibaut Louis et Thomas Jackson. Enfin bon, bref, les boss de Tweet Hunter et de Taplio là, c'est eux, je pense qu'ils ont plein de choses à dire intéressantes et ils sont vraiment trop bien. Et ils sont très peu connus dans l'écosystème français en plus, je pense. Qui d'autre Je pense que c'est intéressant aussi, tu vois, Martin Donadieu aussi, qui a un podcast et qui lui est solopreneur, qui fait plusieurs business. Ouais, il y en a plein, je peux t'en donner plein, mais voilà les trois que j'ai en tête là. Trop cool. Eh ben écoute, une dernière chose à dire ou alors on s'arrête sur ça? Ah bah top, non, merci pour l'invitation. En tout cas, c'était un réel plaisir. J'espère que j'ai pas trop parlé. Et en tout cas, c'était top. Je te remercie beaucoup. Eh ben écoute, trop bien, merci encore pour ton accueil. Et puis si une dernière chose, où est-ce qu'on te retrouve du coup? Donne-nous un peu les noms de tes différents réseaux pour qu'on puisse te retrouver aussi et voir ton super travail. Bah, LinkedIn, Victor Grandchamp, grand comme grand GRND et Champ CHAMP. Et sinon, Twitter et Instagram, c'est Victor Bigfield, BIGFIELD. En gros, j'ai traduit mon nom, tu vois, c'est super original. Mais voilà, Victor Bigfield. Ça. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou Twitter. Enfin, je suis sur Twitter, ça va être plus intéressant qu'Instagram. Mais Instagram, pour voir mon travail, vous pouvez voir, c'est ce qui me sert de book. Énorme. Trop bien. Eh ben écoute, je te remercie vraiment pour l'invitation et puis je te dis à bientôt et bonne continuation. Salut! À bientôt, salut. Félicitations, tu es arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à prendre 15 secondes pour nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix et à partager cet épisode autour de toi. Ça nous aide vraiment à faire connaître ce podcast. En attendant, je te donne rendez-vous sur ma newsletter Multipreneur, le lien est dans la description, où tu découvriras chaque semaine des contenus actionnables pour lancer tes projets, t'organiser tout en profitant de la vie. À très vite, salut!